Bonjour à tout le monde et encore une fois bienvenue d'être parmi nous. C'est une émotion hein, parce que ça fait 6 semaines que j'échange avec beaucoup d'entre vous, avec mon cher collègue Chernongo, et ce n'est que maintenant qu'on commence à découvrir les visages et savoir qui est qui. Donc nous sommes pris par le temps, donc je vais essayer de respecter, on va dire, les délais parce que c'est l'une des premières qualités du leadership en réalité, commencer à l'heure et terminer à l'heure. Voilà, donc je vous invite, comme je viens de le dire, à vous connecter sur ce lien. Voilà, donc c'est soit vous flashez le QR code ou vous tapez juste ahaslide.com et il vous demandera un code, vous mettez Gaia avec M, M pour Mandela. Voilà, ça vous permettra tout le long de la session de pouvoir interagir, de pouvoir voter, parce qu'après il y aura des présentations venant des jeunes, de poser des questions. Et tenez-vous bien, ceux qui ne sont pas dans la salle pourront écrire sur le même tableau. Donc c'est la démocratie vraiment en termes de je ne vais pas dire de pédagogie, mais d'échange. Donc je vous laisse vous connecter. Actuellement, il y a 38 personnes qui sont avec nous. Donc j'attends d'en avoir une cinquantaine pour pouvoir avancer. Maintenant, pour présenter un peu le sujet, le thème de cette année, c'est leadership et intelligence artificielle, catalyseur d'action sanitaire efficace face aux crises climatiques en Afrique. Est-ce qu'il peut passer la prochaine? Oui, très bien. Donc, pour cette matinée, comme vient de l'introduire Madame Eva-Marie Kolsek, nous avons une première partie où nous allons vous présenter un condensé de ce que nous avons fait au cours des 6 dernières semaines. Ensuite, viendra une partie beaucoup plus intéressante où les jeunes qu'on a formés vont venir exposer leur travail. Et cet après-midi, nous aurons après une plénière et puis une session de conclusion. Voilà, mais pour commencer et vous montrer que l'outil marche, prochaine s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça dit. Voilà, donc on va commencer par la bonne manière. Avant de décoller d'un avion, il est bon d'avoir la météo dans la salle. Donc la première question qui vous est posée en réalité, c'est quel est votre état d'esprit actuellement, là où vous êtes? Est-ce que vous êtes enthousiaste comme nous le sommes, après 6 semaines pour moi, mais pour certains, après une année de préparation? Et vous voyez apparaître devant vous ce que la salle pense, sans savoir qui exactement pense quoi. Donc c'est pourquoi j'appelle ça la météo de la salle. Donc on peut voir que, voilà, il y en a beaucoup qui sont excités, les gens sont en forme, ils sont contents, curieux. Voilà, ça nous donne, on va dire, le point d'entrée de cette session. Maintenant, on va avancer, s'il vous plaît, la prochaine. Voilà, maintenant on va essayer de comprendre l'anatomie, on va dire, de cette salle, que ce soit ceux qui sont en présentiel ou ceux qui sont en ligne. Donc, on va voir en temps réel apparaître justement la composition de l'audience, qu'elle soit physique ou virtuelle. La première barre, ne regardez pas, c'est le Sénégal. Donc, c'est le Sénégal. Voilà. Maintenant, on voit qu'à côté, il y a le Burkina qui est présent, la Guinée, Côte d'Ivoire, le Bénin, Ouganda, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Mauritanie, Kenya, et il y a d'autres pays, on va dire, qui n'étaient pas dans les listes de ceux qui avaient suivi les sessions en direct, mais qui sont là avec nous. Voilà, donc ça nous donne ce côté panafricain. Prochaine, s'il vous plaît. Donc ceux qui sont en ligne et qui nous voient sur Zoom, vous pouvez vous connecter et écrire. Parce que la prochaine question, justement, s'adresse à vous. Donc là, on va essayer de comprendre en temps réel la proportion de gens qui sont connectés de cette salle et la proportion de gens qui sont, on va dire, en dehors de la salle et qui vont contribuer avec nous. Donc voilà, là on a une quarantaine de votes
40 personnes dans la salle avec nous et il y a 5 en ligne qui sont en train, on va dire, d'interagir avec nous. Voilà, donc je vais vite parce qu'il y a beaucoup à partager. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc j'avais mis dans le déroulé le mot de bienvenue, mais vous pouvez passer à la prochaine, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Voilà, donc on ne peut pas décoller aussi sans vous présenter en fait les deux copilotes, parce qu'en réalité, nous sommes deux. Et voilà, Chernongo va dans la suite venir faire la transition justement pour aller vers les pitching. Donc voilà, je ne me suis pas présenté, mais par politesse, je vais le faire rapidement. Je m'appelle Mandiaye Ndao, je suis docteur en ingénierie et management des systèmes complexes. Et j'ai eu l'honneur de piloter la formulation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle du Sénégal. Donc pour faire le pont, voilà, prochaine slide s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est juste le canevas, donc je pense qu'à peu près tout le monde dans la salle a cette information. C'était une formation qui est découpée en deux parties. 6 premières semaines où nous avons eu 3 sessions d'une demi-journée, suivies de travaux de groupe. Et cette journée où maintenant, en clôture, nous venons en présentiel présenter le fruit en fait, de ces travaux de groupe. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, 3 grands modules. Le premier module concernait tout ce qui est leadership et défis sanitaires climatiques en Afrique. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle et la santé climatique. Et le troisième et dernier, c'est les stratégies innovantes et la collaboration intersectorielle. Parce qu'on le verra, c'est par la collaboration intergénérationnelle, mais aussi intersectorielle, multidisciplinaire, que la lumière jaillira. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais vous faire le résumé en 2 slides. C'est-à-dire, je vais parler beaucoup après. Mais sachez que tout ce que je dirai dans la suite tient en ces 2 images-là qui vont suivre. Finalement, qu'est-ce que nous avons essayé de faire à travers cette session de formation? L'objectif, ce n'était pas la santé, ce n'était pas l'IA, ce n'était pas le leadership. C'était d'apprendre à poser des problèmes et à les résoudre. Maintenant, de manière très spécifique, on s'est attaqué maintenant à la problématique, justement, de la santé climatique. Donc, en gros, ça, c'est une méthode assez simple, hein, qu'on appelle le double diamant. Le premier diamant, en réalité, c'est le moment où on part d'un sujet, on diverge pour explorer pas mal de choses, après on reconverge pour préciser le problème. Suite à ça, on rediverge pour voir toutes les options technologiques, non technologiques, humaines et autres, sociales qu'on peut avoir. Et on termine maintenant par une phase où on reconverge vers un prototype physique de quelque chose qu'on peut tester et améliorer après. Donc, on a balayé ce double cube doublement. Les sessions de formation théorique, ce n'était rien d'autre que faire prendre conscience des défis climatiques. Donc, avant que les jeunes ne puissent, on va dire, aller dans la résolution du problème, c'était déjà qu'ils se rendent compte qu'il y a des défis. Et certains de ces outils sont l'innovation et le leadership, qui vont faire qu'on va refuser le statu quo et se mettre de l'avant en amenant, on va dire, la communauté et la collectivité. Donc, suite à ça, on a eu, sur le deuxième cube, une autre phase de awareness. Parmi les outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir créer des solutions, il se trouve qu'il y en a une qui est extraordinaire, l'intelligence artificielle, mis à côté maintenant de plein d'autres outils qui permettent, on va dire, d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a fait de la prise de conscience sur ce que pouvait amener, on va dire, cet élément-là. Et pour terminer, sur ces diamants-là, on s'est maintenant posé la question de tout ce qui est pensée systémique et innovation ouverte. C'est-à-dire comment maintenant que le défi est là, on va pouvoir intégrer, on va dire, des inputs qui viennent de plusieurs disciplines pour converger vers une solution. Et l'étape finale, ce sera la deuxième partie, parce qu'ils ont appliqué tout ça.
et ils vont venir vous faire 6 présentations sur des cas qu'ils ont eu à traiter. Voilà, donc ça c'est la première slide, première image à retenir. La deuxième image et dernière, avancez s'il vous plaît. D'accord, merci. Voilà, donc pour simplifier, nous ne faisons rien d'autre ici que de parler des compétences clés du XXIe siècle. Je commence par peut-être la plus simple, la créativité. La créativité. C'est devant des problématiques, c'est aller chercher des choses qui ne sont pas, on va dire, évidentes ni linéaires et pouvoir les intégrer. Deuxième compétence clé, la collaboration. Et ceux qui étaient dans le groupe WhatsApp pourront vous dire que, justement, si ces présentations sont parvenues à sortir, c'est parce qu'on a trouvé de manière innovante de travailler jusqu'à 2 heures du matin, le week-end. Je voyais les messages passer et tout le monde a livré à temps. Mais ça s'apprend. Parce que dès qu'on vous a mis ensemble, vous veniez de 20 pays, donc vous ne vous connaissiez pas et pourtant, vous avez pu produire ensemble. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie professionnelle de manière périodique. L'autre compétence, j'en ai parlé en débutant, c'est la résolution de problèmes. Je ne parle pas de mathématiques, hein, c'est la faculté à poser un problème et à le résoudre. Et la dernière compétence qui nous relie ici à l'intelligence artificielle, c'est la pensée computationnelle, donc informatique. C'est-à-dire pouvoir se dire que quelque chose que j'ai résolu sur le papier, que je puisse le transposer maintenant à des outils qui vont avoir plus de puissance et nous permettre, on va dire, on peut avoir un modèle prédictif qu'un humain écrit, mais on ne peut pas le faire tourner sur la tête ou le cerveau d'un être humain. Maintenant, la dernière brique et la plus importante, c'est celle qui est dans le fond, tapis. L'avez-vous reconnu? J'ai parlé de 4 compétences pour l'instant, il en manque une 5e qui est fondamentale. L'esprit critique. On est dans un monde actuellement où on est arrosé d'informations. C'est-à-dire, vous ouvrez votre téléphone, ce que je dis là, vous pourriez le transcrire ainsi de suite. Maintenant, n'oubliez pas que ce soit l'intelligence artificielle ou même vos navigateurs, ce que vous recevez comme information est vraisemblable. En particulier pour l'intelligence artificielle, quand ChatGPT écrit, ce qu'il écrit n'est pas vrai. C'est un modèle statistique qui écrit des choses vraisemblables. D'où, il arrivera un moment où on sera arrosé, on va dire, de contenu. La compétence qui va être peut-être l'une des plus décisives, c'est de pouvoir délier le vrai du faux. Quand on a un modèle, que ce soit climatique ou autre, savoir à quel moment ce modèle a atteint ses limites ou pas. Avec ces 5 choses, vous êtes capable, normalement, dans l'environnement et le monde où on est, de pouvoir faire votre chemin et contribuer, on va dire, à la résolution, on va dire, des défis. Et ce monde, pour terminer, pour le définir, on utilise l'acronyme VICA. Volatile, tout ce qu'on dit là est vrai aujourd'hui. Cet après-midi, il peut se passer quelque chose. Je donne un exemple. Pendant qu'on faisait les travaux de groupe, je ne trahis pas le sujet que le Sénégal avait choisi, mais on a eu les inondations. Et donc tout de suite, on s'est dit, est-ce qu'on pivote ou pas? Volatile. Incertain. C'est-à-dire, on est plus dans une logique floue que la logique binaire qu'on connaissait. Il y a une zone grise. Le C pour complexe et le A pour ambigu. C'est-à-dire, c'est ce que je disais encore, entre vraisemblable, vrai, tout ça c'est des termes et des concepts, on va dire nouveaux, mais avec lesquels on va devoir faire à partir de maintenant. Donc, on termine la météo de la salle, parce que, encore une fois, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Et si je ne sais pas quelle était la météo de la salle au moment de décoller, à la fin, je ne pourrai pas vous dire si on a eu quelque valeur ajoutée que ce soit. Donc, même démarche, pour ceux qui sont connectés, vous allez voir apparaître des curseurs où on vous demande de pouvoir juste vous positionner par rapport à vos connaissances en leadership, vos connaissances par rapport aux impacts climatiques, la santé climatique, l'IA et ses applications, l'innovation ouverte, problem solving, et le dernier point, c'est le lien entre tout ça.
Si vous êtes très au fait de ça, mettez le curseur complètement à droite. Si vous êtes novice, vous le mettez à gauche et on va voir apparaître la cartographie de la salle. Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, si vous pouvez faire vos votes. Ah, il faut recharger. Appuyez sur le bouton recharger en bas. Voilà, donc ça aussi c'est... Vous revenez en arrière, s'il vous plaît. C'est l'une des choses extraordinaires aussi avec le numérique, c'est que le soubassement, c'est d'avoir une connexion excellente. Parce que quand ça marche, c'est fluide, mais il n'y a rien de pire qu'une plateforme digitale avec justement des problèmes numériques. Voilà, qu'est-ce que nous voyons apparaître? Dans la salle, en bleu clair, c'est les compétences de leadership. La moyenne de la salle sur 5, c'est 3,9. Donc, je vais adapter ce que je vais vous présenter, puisque vous savez à peu près l'essentiel de ce que je vais vous dire. Deuxième problématique, l'impact des changements climatiques. On est à peu près à 4 aussi. Donc, dans la salle, vous êtes censé être, on va dire, expérimenté sur ces sujets. Sur l'IA, on est à 3. Ça veut dire qu'on est au milieu. Et là, justement, on peut avoir un peu plus de contenu pour pouvoir justement faire bouger cette partie-là. Sur l'innovation ouverte, c'est la courbe en violet. On est à 3,1, c'est la note la plus faible. Donc on va appuyer un peu plus là-dessus. Le problem solving, vous êtes à 4, pas mal. Et enfin, le lien entre tout ça, puisque c'est ça l'objectif de toute cette présentation, on démarre avec une note à 3,3. Donc pour l'instant, je vous ai posé des ingrédients sur la table. Je vous garantis qu'avec ça, on peut résoudre beaucoup de choses. Mais pour l'instant, vous êtes conscient de l'importance des ingrédients. Mais quel est le lien? Le nexus, ce n'est pas encore clair. Donc je reposerai la même question à la fin. Et si la note passe à 5, c'est que j'aurai réussi avec Cher Nongo, on va dire, cette session. Voilà, donc on va maintenant zoomer dans le premier module pour faire de l'awareness sur le leadership. Très simple, on aurait pu vous demander vos définitions parce qu'on n'est pas dogmatique ici, mais l'une des définitions, on va dire, qui est réputée être consensuelle, c'est que le leadership, c'est le concept de leadership en santé est crucial pour le bon fonctionnement des systèmes de santé et la qualité des soins fournis. Il englobe les compétences, les comportements et les stratégies nécessaires pour guider des équipes, des organisations et des systèmes entiers dans un environnement de plus en plus complexe et dynamique. Voilà, pourquoi c'est important, c'est que à travers, on va dire, cet outil, le leadership, on peut faire la promotion de l'innovation médicale, on en a besoin, tout ce qui est optimisation des processus cliniques, renforcement de la collaboration interdisciplinaire. Madame, le professeur Seck l'a répété au moins 3 fois depuis ce matin. Au niveau de la gestion des ressources et des équipes, il y a des tensions. On continue à vouloir faire beaucoup de choses, mais toujours avec des moyens limités. Et donc, ça va toucher à tout ce qui est optimisation des ressources financières, le développement des compétences du personnel, parce qu'avec le même nombre de personnel, on peut faire plus, si c'est des gens beaucoup plus compétents. La gestion des conflits et des changements, parce que une chose qui va avec le changement, c'est la résistance au changement. Les gens n'aiment pas le progrès. Et pour donner un exemple, très souvent, quand je dis au début, flasher le QR code, personne ne le fait. Au fur et à mesure, ils voient les gens écrire, ils disent, ah, ce truc-là est intéressant. Vous n'êtes pas connecté. Vous voulez être connecté. D'accord. Massamba, est-ce que tu peux aider au niveau de cette table-là pour qu'ils puissent se connecter? Ou justement, tous ceux que j'ai formés là, qui sont connectés, faites la transmission intergénérationnelle justement pour aider vos aînés. Sur le dernier axe,
c'est tout ce qui concerne l'influence sur les politiques de santé. Donc, plaidoyer pour des politiques de santé efficaces, l'engagement communautaire et la sensibilisation, et enfin, la participation à la prise de décision stratégique. Donc, le leadership touche à tout ça. Comme je viens de le dire, l'ensemble du module s'est déroulé en 10 heures. Je dois le refaire ici en 1 heure. Donc, je ne zoome pas, on va dire volontairement. Donc, en termes de leadership, disons qu'il y a 3 grandes familles. Il y a le leadership transactionnel. Donc, ça, c'est le modèle où on est très rationnel, c'est-à-dire je te dis, je vais te faire ça, si tu fais ça, et si tu réussis, il y a un reward, il y a une prime ou il y a quelque chose. Donc, on active les gens par le cerveau, c'est-à-dire ils se disent, j'ai intérêt à faire ça parce que je vais avoir, on va dire, une contrepartie. Ça, c'est la gestion classique, disons. Le deuxième style de leadership, c'est le leadership transformationnel. Donc, un exemple de leader transformationnel, vous me direz qui? Voilà, toute cette table-là, je pense qu'on a des exemples ici. Vous en connaissez d'autres? Parlez fort, hein, dites-moi. Des leaders avec le style transformationnel. Bon, Obama, hein, yes we can. C'est des gens qui vont vous inspirer et toucher le cœur. Et une fois que le cœur est atteint, le cerveau s'active. Et il peut soulever 10 fois sa masse, disons. Et le dernier style, c'est le leadership servant. C'est ce qu'on va retrouver plutôt au niveau des leaders communautaires qui vont se mettre au service de leur communauté. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc, on a vu que vous aviez 4, donc je ne vais pas refaire le détail des compétences. Allez sur la prochaine, s'il vous plaît. Ah, ok, ça remarche. Ça ne prend pas. Ok, ça revient. Ok, les compétences claires. Je vais... ça commence par une vision stratégique, parce qu'on ne peut pas amener des gens d'un point A à un point B si on ne sait pas se projeter. Ensuite, une communication efficace. Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu de là où vous voulez aller que vous êtes parvenu, on va dire, à insérer ce message dans la tête de ceux que vous voulez guider vers cette direction. Ensuite, la gestion du changement. On a dit qu'on va aller d'un point A à un point B. C'est tout un art. Les compétences interpersonnelles. Vous allez au quotidien devoir interagir avec d'autres personnes. Et donc, c'est des compétences fondamentales. Et ensuite, la prise de décision. Parce que systématiquement, vous allez avoir des événements qui étaient imprévus ou autres. Et vous allez devoir systématiquement trouver le chemin. Donc, disons que ça, ce sont quelques-unes des compétences clés. Je vois que le caméraman est en train de me traquer, donc on va jouer, je vais circuler. Ok, prochaine slide, si ça marche. Ok, quelques défis. L'un des premiers, c'est la complexité des systèmes de santé. Demandez à ceux qui sont là, ils vous diront que c'est très très complexe. Et au-delà d'être compliqué, c'est complexe. Ensuite, la gestion des ressources qui sont limitées et la pression financière. Au fur et à mesure, on entend parler de rationaliser et pourtant, démographiquement, le nombre de personnes augmente et on veut une expérience utilisateur qui s'améliore. La gestion des équipes multidisciplinaires, multiculturelles. Projetez-vous juste dans cette salle. Certains qui parlent anglais, d'autres portugais, d'autres français. Faire marcher, on va dire, ces groupes-là en synergie, c'est tout un art. L'équilibre entre les impératifs cliniques et organisationnels. La résolution des problèmes d'éthique et moraux, donc ça c'est lié à la bonne gouvernance. Et enfin, il y a l'évolution, on va dire, des connaissances médicales, c'est accéléré de ce qu'on voit. Parce que je pense que ceux qui viennent des générations avant auraient pu nous dire la même chose, en fait, dans leur perspective. Voilà, on va passer à la prochaine slide, si ça marche.
Alors, revenir. Moi, je me suis présenté sous les traits au début d'un ingénieur ou d'un scientifique. En réalité, ce que j'aime faire, c'est dessiner et expliquer avec des dessins simples. Pour pouvoir aborder le type de défis qui nous concernent, on va dire, par rapport à la santé climatique, en fait, il faut passer de la perspective qui est là, la pensée linéaire, où on se dirait que on a un problème, une solution et qu'il y a une causalité. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le problème de santé et le défi climatique. Et ça s'arrête là. Et la pensée systématique voudrait dire que, justement, c'est non linéaire. Parce que un paramètre environnemental peut avoir un lien très très fort avec, comme vient de le dire Madame en introduction, comment on appelle ça, la qualité de vie des femmes, ainsi de suite. Donc, il faut passer de cette approche linéaire, et c'est celle qu'on a appris à l'école, à cette approche de pensée holistique. Deuxième chose, penser de manière linéaire, si je visualise, c'est comme si on avait un lampadaire. En fait, on ne voit que ce qu'il y a sous le lampadaire. Penser de manière holistique, ce serait plutôt de voir maintenant ce qu'il y a sous le lampadaire, mais l'environnement autour. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre en compte, on va dire, les autres éléments. Et dernière image, pour illustrer, parce qu'on utilise beaucoup ces mots, résilient, robuste. Fragile, c'est le verre, c'est-à-dire il se tombe, il se casse. Un système de santé qui est fragile, prenez ça comme image forte. La robustesse, c'est l'éléphant, c'est-à-dire les changements viennent, il va continuer à avancer. La résilience, ce serait cet arbre-là, le sapin, qui se tord et qui va après reprendre sa position. Après, on va dire qu'il y a une crise. Maintenant, il y a un dernier concept, l'antifragilité, qui ne se base pas sur le fait qu'on est grand ou machin, mais c'est organiquement un système qui a appris à s'adapter à son environnement et à pouvoir y exister, on va dire, même dans l'hostilité, disons. Donc, on va passer en fait à la deuxième partie, donc où pendant les sessions, on a zoomé un peu sur l'importance du changement climatique. Donc, le changement climatique a des impacts significatifs sur la santé en Afrique et ces effets se manifestent de manière variée en fonction des régions, des écosystèmes et des niveaux de développement. Voilà, donc de manière rapide, les tendances actuelles, c'est l'augmentation des maladies infectieuses, tout ce qui est stress technique et problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires, tout ce qui est malnutrition et sécurité alimentaire, et enfin les déplacements et les conflits. Si on résume de manière simple. Pour les projections futures, sans pour autant parler de chiffres, parce que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une tendance forte que tout ça va s'exacerber. Donc, il va y avoir une propagation accrue des maladies infectieuses, une augmentation des événements climatiques extrêmes, ça on le voit au fur et à mesure. Les effets de la malnutrition vont... Là. D'accord. Mais je me mets de côté pour voir un peu l'écran aussi. L'impact sur les systèmes de santé, et après, au fur et à mesure aussi, on voit que la dégradation, on va dire, des écosystèmes, c'est quelque chose qui va, on va dire, être un défi pour les écosystèmes et les générations à venir. Prochaine slide. OK. Donc, à ce niveau, comme je disais, avec les images, la pensée linéaire, c'est en fait une conséquence, une cause, donc il y a un lien évident. Et la pensée systémique non linéaire, ce serait plutôt ce réseau-là, où il y a plein de choses qui contribuent, on va dire, à une certaine conséquence. Et aujourd'hui, les défis de santé climatique font partie, on va dire, d'une famille de problèmes qu'on appelle les défis pervers. C'est des problèmes extrêmement pressants. Pour ne pas en citer, c'est tout ce qui est cybersécurité, les pandémies, l'obésité, crise de l'eau, la sécurité alimentaire et autres. C'est des problèmes, on va dire, qui nécessitent des approches nouvelles pour pouvoir les adresser.
Alors, en termes de réponse et d'adaptation, quelques leviers, c'est tout ce qui est renforcement des systèmes de santé, la surveillance et la prévention pour anticiper. La gestion de l'eau et de l'alimentation, parce que quand il va se passer une crise, si je prends la pyramide de Maslow, la première chose à assurer, c'est qu'on a de l'eau et à manger. Et surtout, un levier à ne pas négliger, et je pense que les panélistes en ont parlé au début, c'est tout ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation, parce que c'est comme ça qu'on rend les gens proactifs. Maintenant, l'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique en raison de ses faibles capacités d'adaptation et de ses systèmes de santé souvent fragiles. Maintenant, ça dépend des régions et des pays. Il est crucial d'élaborer des stratégies de résilience pour atténuer ces effets et protéger la santé des populations. Donc ça, c'est le message clé qu'il fallait retenir de cette partie. Et au niveau du rôle du leadership maintenant, comme on l'a vu précédemment, le leadership joue un rôle crucial dans la gestion des crises, car il impacte directement la capacité d'une organisation ou d'une communauté à répondre efficacement et à s'adapter. Voilà, donc là, c'est quelques exemples d'outils, mais je pourrais revenir dessus au besoin pour ne pas consommer peut-être trop de temps. Et ici, c'était juste des exemples, on va dire, de leviers par rapport à, en fait, comment on peut mettre en place, on va dire, un système de réponse. Donc, on peut revenir dessus si ça vous intéresse après. Voilà. Ici, ce qui est important de dire, c'est que c'est en jouant sur différents leviers, justement, et en combinant des approches qu'il est possible de créer des systèmes de réponse aux urgences sanitaires, climatiques, qui vont être plus efficaces et plus résilients. Voilà. Autre image, c'est ce lien-là entre développement personnel et conduite du changement. Parce qu'en réalité, c'est à travers nos yeux qu'on voit le monde extérieur. Et c'est à travers nos yeux qu'on le diagnostique. Donc si dans la tête, on fonctionne avec en fait, certains schémas mentaux, on va voir apparaître soit des biais, ou en tout cas réfléchir d'une certaine manière. Et donc ici, ce schéma vous dit juste que c'est à travers ce qu'on voit, qu'on construit, et à travers ce qu'on constate sur le terrain, qu'on vient, on va dire, corriger. Et donc, si on ne change pas les personnes, on ne peut pas changer, en fait, ce que créent les personnes. Voilà. Et tout de suite, on voit le lien direct, finalement, entre leadership et le changement qu'on va avoir à l'extérieur. Alors, on va faire une escale, parce qu'on vient de faire la première séquence, il y en a 3. Hein. La première séquence, c'est de savoir maintenant qu'on a eu un peu ces éléments, on va dire, de précision. Est-ce que vous en savez plus sur le leadership, sur les impacts du changement climatique et enfin l'importance de la santé climatique? Donc on vous laisse voter 30 secondes. Voilà. Donc là, c'est une dizaine de votes. Bon, vous voyez qu'on est passé à 5. Maintenant, ceux qui sont dans les sciences, les neurosciences, vous diront que dans 20 minutes, vous aurez oublié l'essentiel de ce que j'ai dit. Donc, ne pensez pas parce que vous avez entendu juste quelque chose et que vous n'avez pas pris le temps de, en fait, vous l'approprier, que vous l'avez, on va dire, saisi. Mais voilà, l'exercice, c'était juste de savoir, est-ce que, justement, cette première présentation a été, on va dire, utile? Je vois beaucoup de cœurs. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ou de premiers commentaires avant qu'on ne passe à la deuxième séquence qui va être cette fois-ci sur l'intelligence artificielle et comment elle peut contribuer à la santé climatique? Vous pouvez écrire vos questions ou s'il y en a une ou deux personnes qui veulent prendre la parole et puis en 1 minute, posez vos questions. Nous sommes dans une session de formation en leadership qui s'accompagne de prises de parole en public. Donc, il me faut 2 jeunes, un homme et une femme, qui vont parler, qui vont poser leurs questions. C'est votre jour de gloire aujourd'hui.
Je viens de l'armée, ça aussi je ne vous l'ai pas dit. Je suis ancien enfant de troupe. Donc je vous laisse décider. Si dans 10 secondes, vous ne vous autodésignez pas, je vais choisir. Donc on regarde votre leadership, on va dire brut. S'il ne s'active pas, je l'activerai. Tout ce qui me fuit du regard, sachez que c'est un indice pour que je vous désigne. Je dis ça, je dis rien. Allez, vous là. Vous avez une question ou tout était clair? Vous vous appelez comment? Zaliatou. Vous avez une question ou tout était clair? Le micro est là. Apparemment, vous avez une très belle voix. Tout le monde veut l'entendre. Ok, elle passe son tour. Une autre femme pour prendre le relais. Vous là-bas. Tout juste sur l'axe. Là-bas. Amenez-lui le micro. Vous vous levez et vous nous dites si ce que j'ai essayé d'exposer un peu était clair ou si vous avez une petite question par rapport à ça. Et l'homme se prépare parce que derrière une grande dame, il y a à côté. N'est-ce pas? Merci pour la précision. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon, ce que j'ai retenu, on va dire, c'est que le leadership pourrait sensibiliser pour que les personnes puissent être plus conscientes des impacts sur la santé des problèmes climatiques. Et donc, je voulais savoir comment ils s'y prennent exactement, en dehors des 3 types que vous aviez proposés. Est-ce qu'il y a autre chose que par rapport à donner des récompenses ou bien encourager? J'aimerais avoir plus de précisions sur le 3e type. D'accord. En fait, j'ai pris un raccourci. Quand je dis... Oui, présentez-vous. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Yelena Favero et je suis étudiante en 7e année de Euromed. D'accord. Donc, la question qu'elle pose, c'est entre le leadership transactionnel, transformationnel et servant, quelle est la différence? La gestion de manière classique, on s'arrêtait juste à dire, bon, vous êtes un salarié ou vous travaillez dans l'hôpital, on vous signe un contrat sur lequel on écrit vos obligations et vos droits. Et c'est sur cette base-là qu'on vous active. Maintenant, que montre l'expérience? Ce n'est pas parce que vous signez un contrat de 40 pages que vous obtenez des résultats. L'autre approche, c'est certes, il y a un contrat, mais on passe par les sentiments. On va vous dire, vous avez des enfants, ils vont grandir et il ne faut pas qu'on leur laisse une planète en mauvaise santé. Ce que vous faites chaque jour quand vous vous réveillez a du sens, ainsi de suite. Et à un moment, vous-même, vous allez dire, mais ne me payez même pas. C'est un raccourci encore une fois. Et le leadership servant, c'est pour vous rappeler que on a souvent entendu que ou pensez que le leadership, c'est se tenir derrière un pupitre comme ça et parler, c'est de vous dire qu'il peut être à tous les endroits. C'est-à-dire que vous pouvez être au plus bas de l'échelle, au plus haut, ce n'est pas votre position qui importe. Mais c'est cet esprit qui est très cher à Pape Massamba Ndiaye, de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Et voilà, pour pouvoir rester dans cet esprit-là, il faut penser à la communauté parce que si on a atteint un niveau aujourd'hui, c'est parce que. Vous pouvez revenir à la présentation et je prends le cher monsieur qui aura la chance d'être à côté d'une dame. Wake up. Oui, allez-y. Bonjour monsieur, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Bonbon Omborbi et je suis interne en pharmacie du Togo, Université de Lomé. Oui. Donc j'avais une question. Vous êtes passé rapidement sur la pensée systémique. Oui. Or de nos jours, c'est une approche qui est tellement recommandée, surtout l'approche par compétence en matière systémique. J'aimerais savoir, se poser des questions, les bonnes questions, des questions précises dans le domaine du leadership, c'est très important, puisque à partir d'une question très précise, des démarches peuvent être entreprises.
Maintenant, je voudrais vous demander, par rapport à l'approche systémique, comment est-ce que, en tant que jeunes, nous pouvons nous démarquer? Quelle démarche adopter afin de pouvoir poser un problème pour avoir une dimension systémique? Parce que c'est très important et fondamental. Merci. Merci pour votre question. Oui, justement, ça commence par la dernière image que je vous ai montrée. En réalité, c'est de changer de schéma mental. Maintenant, ce que je veux dire est très abstrait, parce qu'un système, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une boîte noire qui rend des services, qui a des contraintes et qui consomme des ressources. C'est ça un système. C'est une boîte noire qui rend des services, qui a des contraintes et qui consomme des ressources humaines et autres. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut pouvoir, dans sa tête justement, oublier ce qu'on voit et pouvoir rendre abstrait cette chose-là pour pouvoir voir des liens qui sont invisibles. Parce que le lien entre l'environnement et la santé, je veux dire, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. C'est parce que dans un schéma de pensée ou de réflexion, vous allez vous dire, OK, il y a tel et tel qui sont liés, donc. Ça commence déjà par ça. Ensuite, maintenant, il faudra, on va dire, aller faire un peu de documentation et au fur et à mesure, votre niveau de maturité sur ce genre de questions va évoluer. Maintenant, pour répondre de manière très précise ici, je ne pourrai pas le faire, mais sachez que le module de 3 heures est disponible sur la plateforme. Vous avez le replay et on pourra en échanger dessus. Et je donne l'exemple, j'ai fait Bac plus 9 avant de pouvoir vraiment rentrer et disséquer certaines choses. Donc, le premier niveau de prise de conscience, il est accessible de tout le monde. Maintenant, arriver à naviguer là-dedans, à mélanger de la science avec de la sociologie et autres, ça, c'est de la culture générale déjà, et puis après, beaucoup de pratique. On va passer à la suite, parce que c'est un exercice sous contrainte. Donc, on avait d'autres questions. Voilà, l'impact du changement climatique, ainsi de suite. Donc, on passe à la deuxième séquence. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant qu'on a pris conscience d'une problématique qui mérite d'être résolue, on va se poser la question de, dans notre petite cuisine, quels sont les ingrédients, et notamment l'ingrédient magique qui aujourd'hui, comme le jumbo là, vous le mettez dans une recette, il vous fait des magies. Et d'ailleurs, l'essentiel des gens qui vont pitcher, d'habitude ils viennent, ils racontent plein de choses, à la fin vous leur dites, mais comment ça marche? Ils vous disent, il y a une IA. Et dès qu'on dit ça, tout le monde se dit, bon, il y a une IA, donc ça fonctionne tout seul. Non, ça ne fonctionne pas tout seul. Et donc ici, je vais essayer de donner quelques éclairages justement par rapport à ça, et ça va vous permettre, à partir de points d'accroche, de pouvoir vous-même aller tirer plus loin. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'était juste l'agenda du module en tant que tel. Prochaine. Voilà, donc, ça commence par quoi? Rappelez la définition. L'intelligence artificielle se réfère à la capacité des machines à simuler l'intelligence humaine. Vous voyez le sens? Il y a quelqu'un qui simule l'intelligence de l'autre. Donc, soyez confiants que, actuellement, on va dire, même si on ne s'en rend pas compte, l'intelligence humaine est de loin devant, on va dire, ce qu'on saurait faire sur une machine. Et les gens, avant d'aller chercher de la technique et autres, ne se posent pas justement cette question-là de tout ce qu'ils peuvent faire déjà sans la machine. Donc, au niveau de l'histoire, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit actuellement, mais ceux qui ont fait leurs études dans les années 50, 60, 70 vous diront que ils en ont fait. Voilà. Donc les premiers systèmes d'IA sont apparus au niveau des années 50. Et d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée grâce à un système qui s'appelle Enigma. Maintenant, c'est un exemple assez intéressant parce que les Anglais avaient trouvé le moyen de décrypter, on va dire, les messages que l'armée allemande envoyait. Sauf que, si on est linéaire et basique, on va se dire, chaque attaque que je vois, je décrypte et je l'arrête.
il fallait avoir de la hauteur d'esprit et se dire que, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à gagner la guerre. Si on arrête trop d'attaques, les gens vont se dire, mais ils ont trouvé quelque chose. Donc ils ont calculé le nombre optimal d'attaques à arrêter pour gagner sans se faire voir. Voilà, donc ça c'est le premier système. Maintenant, récemment il y a eu ChatGPT qui a donné, on va dire, une caisse de résonance à tout ça. Et on parle d'IA forte et d'IA faible. Une IA faible, c'est quoi? C'est une IA qui ne sait faire qu'une tâche. Par exemple, traduire un texte, voilà, une tâche spécifique. Une IA forte, c'est une IA qui va pouvoir justement passer d'une tâche à l'autre. Et par rapport à son importance, on va dire en santé, ça vient compléter justement tout ce qui se faisait. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Voilà. Premier exercice, améliorer les diagnostics. Très souvent, quand on fait un diagnostic, on va avoir soit des images ou en tout cas quelque chose qu'on regarde ou on écoute, et sur cette base-là, on tire une conclusion. Si on est capable d'entraîner une machine à lui dire, voilà, c'est ça, ça, et comment on reconnaît ces choses-là, il arrive un moment où la machine ne pourra pas être battue, on va dire, à cet exercice-là. Il ne s'agit pas, par contre, de substituer la machine à l'humain, mais qu'à un moment, le chirurgien ou celui qui fait son diagnostic puisse se concentrer sur d'autres éléments plutôt que, voilà, cette partie-là. Deuxième élément, tout ce qui est réduction de coûts, parce que ça va nous donner la possibilité d'aller vers de la frugalité, c'est-à-dire faire plus avec le moins. Et au niveau de l'optimisation des soins aussi, on peut avoir, on va dire, des profils de patients spécifiques et développer pour chacun, on va dire, des, comment on appelle ça, des thérapies, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous donner une idée générale, donc pour l'instant. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'imagerie médicale, on retrouve tout ce qui est diagnostic avancé, au niveau de la précision, la rapidité, parce qu'un humain, même s'il était capable de le faire, la machine, le résultat va tomber de manière instantanée. Et, comme je l'ai dit, si on le prend pour un assistant, donc il faut le prendre comme un support à la décision clinique. Voilà, maintenant, ça pose des défis. C'est toutes ces questions-là liées à la protection des données, l'exigence de conformité, et par contre, il y a des solutions qu'on verra un peu plus tard. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, on ne va pas s'appesantir dessus ici, parce que c'était pour que les gens fassent le lien entre des mots-clés de technologie et des applications. Mais vous le retrouverez déjà sur l'outil. Maintenant, si on compare la nouvelle manière de faire qui utilise de l'IA et l'ancienne manière traditionnelle. Traditionnellement, on avait une analyse manuelle des dossiers médicaux et des symptômes, ce qui faisait qu'on avait une dépendance à l'expérience clinique des professionnels et les temps de réponse étaient plus longs dans les diagnostics. Et voilà, il y avait moins de personnalisation. Avec l'IA, c'est des analyses plus rapides, avec des données beaucoup plus grandes, une précision accrue, une capacité à apprendre en continu, et la possibilité d'avoir des outils prédictifs aussi, pouvoir, avant qu'une chose ne se passe, l'anticiper. Voilà, donc sur cette partie-là, sur l'IA, ce petit zoom, les questions maintenant à garder à l'esprit, c'est toutes les questions d'éthique et de régulation, parce que ce n'est pas parce qu'on sait tout faire qu'on peut tout faire et que le résultat, on va dire, ne va pas créer plus de problèmes qu'autre chose. Après aussi, il y a le fait qu'il y a des impacts globaux au niveau de l'IA. On a parlé ici du fait que c'est quelque chose qui peut beaucoup contribuer, on va dire, à l'amélioration des traitements. Maintenant, focalisons encore plus sur les cas de santé climatique, parce que jusqu'à maintenant, je ne parlais que d'IA de manière générale. Voilà, donc, s'il fallait simplifier, le rôle de l'IA aujourd'hui dans la prévision climatique, c'est tout ce qui est prévision des conditions climatiques sur la base de modèles,
L'analyse des vagues de chaleur, on peut le faire encore une fois sur la base de modèles. La modélisation des impacts environnementaux, l'amélioration des systèmes d'alerte qui vont mixer préventif et puis surveillance en temps réel avec du big data, on va en reparler après. Et enfin, tout ce qui est gestion de ressources naturelles. C'est quelques exemples assez simples. Ça peut permettre de faire le suivi de la déforestation, la gestion des déchets, la prédiction des catastrophes, l'amélioration de la qualité de l'air, l'optimisation de l'agriculture. Quelles sont les opportunités avec l'IA? Donc, c'est le fait de les intégrer dans les systèmes de santé, tout ce qui va concerner la durabilité dans les pratiques médicales, l'innovation technologique, l'amélioration de l'accès aux soins, avec une plus grande équité territoriale, la personnalisation des traitements, puisque avec la génomique, vous pouvez avoir, on va dire, des médicaments ou des vaccins ou autres qui peuvent être tailor-made, donc personnalisés. Après, il y a tout ce qui est amélioration des prévisions climatiques, le suivi de la santé environnementale, la réduction des risques sanitaires, l'optimisation des ressources, et au niveau de l'engagement communautaire aussi. L'exemple le plus patent, c'est les traducteurs vocaux. Aujourd'hui, avec une IA, vous pouvez parler à des communautés qui ne parlent ni français ni anglais, qui reçoivent un message qui est retranscrit dans leur langue. Après, eux-mêmes parlent la voix. Ça retourne dans le système qui le retransmet en texte. Donc, ça permet d'inclure plein de gens. Et si je donnais que le cas du Sénégal, officiellement, il y a 52% d'analphabètes. Mais de manière réelle, il y a à peu près 75% de gens qui ne comprennent rien de ce qu'on dit en français ou qui ne peuvent pas l'écrire correctement. 75%. Donc, vous les imaginez, aller faire la queue, on leur donne des formulaires. Voilà, l'interface n'est pas intuitive. La réduction des impacts sur les inégalités de santé, c'est ce dont je parlais tout de suite. Voilà, ça c'était une comparaison, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Les défis, on a parlé de qualité des données, parce que comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Et souvenez-vous bien, un modèle va vous donner un résultat. Vous lui mettez n'importe quoi, des choses insensées, si il n'est pas assez sophistiqué, il vous donnera un résultat. Et donc, si vous pensez que l'IA, c'est une intelligence suprême qui connaît les choses et qui ne dit que des choses vraies, c'est là où, justement, on peut tanguer vers certaines problématiques. Bon, il y a les biais aussi algorithmiques, parce que beaucoup de ces outils peuvent être entraînés, on va dire, dans des pays occidentaux ou ailleurs, disons, de manière simple. Et quand on veut les relocaliser en Afrique, culturellement, c'est un environnement différent. Et après, on peut avoir aussi d'autres biais liés au genre, au racisme. Et il y a plein de sujets comme ça qui font que justement, au niveau de l'éthique en IA, on surveille beaucoup, on va dire, comment ces algorithmes-là sont développés. Donc, pour terminer sur cette partie, une petite fenêtre, d'où viennent ces données-là? La première source, c'est les données géospatiales. On commence à voir apparaître en Afrique des agences spatiales. Le Sénégal vient de lancer son premier nanosatellite pour l'instant, qui passe 2 fois par jour au-dessus du Sénégal. Mais ce n'est pas encore suffisant pour 3 fois. Voilà. Donc, il y a une tendance pour avoir accès à ces informations-là. Ensuite, le big data. Le big data, c'est quoi? Il y a une masse d'informations qui viennent des dossiers de santé digitaux, qui peuvent venir de vos téléphones, des réseaux sociaux, et qui, si on les analyse, peuvent permettre d'extraire des tendances. Je donne un exemple. Quand quelque chose se passe, vous allez voir apparaître sur Facebook, tout le monde met hashtag tel, hashtag tel. Si vous mesurez ces pics-là, vous allez détecter que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a hashtag Samba qu'il faut aller surveiller. Donc le big data, maintenant, ce serait de se dire qu'au lieu que ce soit un être humain qui soit derrière à lire tout ça, il y a une machine avec une puissance extraordinaire qui va agréger plein de choses et extraire les tendances et les bonnes informations pour aider les décideurs à orienter. Un autre sujet dont vous allez beaucoup entendre parler dans les mois, années à venir, c'est les jumeaux numériques. Un jumeau numérique, c'est quoi? C'est quand je parlais d'abstraction, c'est-à-dire un objet qui est réel, en avoir un modèle numérique avec lequel on peut jouer
testé, simulé. Et quand on se trompe, il n'y a pas mort d'homme. Quand on développe une voiture, un avion, un cœur artificiel, on le verra après. On ne le fait pas directement sur des systèmes vivants. Donc les jumeaux numériques s'appliquent après à la planification urbaine, à plein de sujets, de mobilité industrielle. Voilà. Et c'est lié à l'IA, parce que c'est avec l'IA après qu'on va pouvoir faire tourner ces modèles-là. Voilà. Donc, je ne vais même pas m'appesantir sur ces conclusions. Le plus important sur cette deuxième partie, comme je disais, c'était prise de conscience par rapport au fait que on avait plein de leviers avant, mais il y en a un nouveau qui permet d'aller plus loin. Maintenant, c'est un nouveau qui est simple et compliqué à la fois, parce que si vous l'abordez avec justement ce qu'on voit un peu dans les réseaux, les gens vont te parler de mathématiques, c'est utile, il faut des maths pour faire ça, mais on n'a pas besoin d'être mathématique pour identifier en fait comment est-ce qu'une IA peut nous aider ou comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Et dans la fameuse stratégie sénégalaise et même la stratégie que l'UA a impulsée, il y a toute cette couche-là pour faire de l'évangélisation et amener justement les gens à avoir ces compétences-là. L'éthique, j'en ai parlé rapidement, donc je suis pris par le temps, donc je vais le brosser très vite. Voilà, les défis, c'est de pouvoir avoir des investissements nécessaires pour la mise en place de ces systèmes d'IA. Et ce n'est pas des petits investissements. Donc, dans nos environnements, on peut se dire, bon, on a d'autres priorités et puis se dire ça, c'est accessoire. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la recherche-développement qu'on fait aujourd'hui qui coûte cher, qui permet demain de pouvoir l'appliquer. Le manque de standards uniformes, ça c'est un problème. Les politiques ambiguës, des fois on donne un cap, mais on ne sait pas exactement entre les deux ce qu'il y a. Et pour faire simple, tout ce qui est capacitation, on va dire des personnels et des gens à qui on va venir parler de système IA et qui eux-mêmes n'ont aucune idée de ce que fait le système. Et très souvent même, on leur fait peur en nous disant à nous tous, vous allez être remplacés par des machines, des robots. Et quand on dit ça, on montre des images d'humanoïdes, pensant qu'un robot forcément ressemble à un être humain. Ça c'est un robot. Voilà. Et c'est pourquoi je disais, dans la tête, si vous ne corrigez pas certaines choses, tant que vous ne verrez pas un humanoïde, vous vous dites ça, c'est pas robotisé, alors que ça l'est. On essaie de lui donner une forme humaine justement pour faire moins peur. On se dit, bon, ce truc nous ressemble, finalement, il n'est pas dangereux. Mais il n'y a pas besoin de reproduire la forme de la tête pour que le robot puisse avancer. On parle beaucoup de confiance aussi, parce qu'à un moment, pour utiliser le système, il faut que les gens se disent, bon, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour pouvoir garantir que ça peut être utilisé et même à très grande échelle. Voilà, au niveau des recommandations, et je termine sur ça, sur cette partie-là, voilà, renforcer l'éducation. Ça, c'est un sujet extrêmement important où il faut faire des plaidoyers parce que vous arrivez, on va dire, à la transition de quelque chose, mais beaucoup qui vont continuer à rester dans ce système-là où on nous remplit la tête de choses qu'on peut avoir tout de suite, mais qui, de l'autre côté, n'ont aucun esprit critique, c'est-à-dire devant quelque chose qui est là, ils vont essayer de se souvenir de comment le professeur l'avait dit. S'ils ne le trouvent pas, ils se disent, bon, je ne connais pas la réponse. Alors que l'intelligence n'est rien d'autre que la faculté à s'adapter à son environnement externe. Maintenant, si vous le comprenez comme ça, vous saurez que même sans aller à l'école classique, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Il faut y aller. Donc il y a des choses à faire dans l'éducation et ça, je compte sur le leadership justement de certaines personnes qui sont dans la salle. Développer des infrastructures robustes parce que comme je le disais au début, ces outils digitaux fonctionnent sur un soubassement qui se retrouve être une infrastructure. Promouvoir les collaborations internationales, des choses qui ont été faites à un endroit peuvent être valorisées à un autre et avoir justement dans le modèle Ubuntu, One World, des partages comme ça se fait dans cette salle-là. Systématiquement évaluer l'impact de ce que ça fait et sensibiliser aussi les populations.
Voilà, donc pendant le module, on avait fait justement une petite partie pour expliquer comment justement faire élaborer un projet qui inclut de l'IA. Je ne vais pas le représenter ici puisque eux, ils vont venir vous montrer les projets tout faits. Voilà, mais sachez qu'il y a 3 grandes étapes. Posez le problème d'abord, aller chercher des données probantes pour montrer qu'il y a matière à réfléchir. Après, pour faire l'IA, réfléchir à où est-ce que je vais trouver ça, et ainsi de suite. Voilà, donc, deuxième escale. Il nous reste 20 minutes pour poser l'avion. À ce niveau-là, que 2 questions. Est-ce que les concepts de base de l'IA sont un peu plus clairs pour vous? Et la deuxième question, c'est l'utilité potentielle. L'utilité potentielle en santé climatique. Donc, je vous laisse voter sur ces 2 questions. Et on peut faire comme tout de suite, prendre 1 ou 2 interventions dans la salle. Vous me connaissez maintenant. Après 10 secondes, je me transforme en militaire. Ah, elle me regarde déjà. Alors, vous avez un commentaire ou une contribution par rapport à cette partie sur l'IA? OK. Les femmes, c'est votre moi. Donc, honnêtement, 5 minutes. D'accord. Oui, on va être élégant. On laisse la dame parler d'abord et après, on arrive. S'il vous plaît, faites vite. Allez-y. On vient de me dire que ça a été raccourci à 5 minutes. Donc. Bonjour à tous. Je suis Assetou Aïda Kaba, docteur en pharmacie. Et ma question pour vous est la suivante. Vous avez parlé de l'IA, des avantages, mais je n'ai pas en fait entendu parler des dangers. Donc je voudrais savoir en fait quels sont les dangers en fait de l'intelligence artificielle dans la santé et quelle est la conduite à tenir devant ces dangers. Je vous remercie. Merci pour la question. C'est vrai que je me suis appesanti sur les opportunités, mais j'ai parlé de danger en parlant de protection de données. Donc de biais aussi, de biais algorithmiques, parce que si une IA est mal entraînée, elle va vous amener, on va dire, à faire des choses qui peut-être ne sont pas éthiques sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, retenez juste qu'on ne met pas une bombe atomique, parce qu'on peut comparer ça à ça, entre les mains de gens qui ne savent pas justement, en fait, où s'arrêter et autres. Donc, il me reste que 5 minutes, c'est pourquoi je ne peux pas développer, mais on pourra le faire pendant la pause. Mais sachez que c'est plus par rapport à la fuite des données. Et bah, les cyber-hackers, quand vous venez apprendre à créer des solutions, eux, ils regardent les failles, et aujourd'hui, ils sont armés. Parce que, par exemple, tout ce qui était phishing, où on utilisait des mails, où on voyait tout de suite à la première lecture qu'il y avait plein de fautes. Si c'est l'IA qui écrit, il n'y aura aucune faute. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière de détecter une IA. Une IA, vous allez voir, tout est carré, il n'y a pas de faute. Quand vous voyez une présentation comme ça, pas de faute, tout est carré, aligné. Ça peut être l'œuvre humaine, hein, mais sur 200 pages, voilà. Il y avait une deuxième contribution, oui, très rapidement. Bonjour, moi c'est Lamine Gueye, donc oui. Je suis interne à l'Institut de santé et développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je vais rebondir sur la préoccupation de la protection des données, donc, parce qu'aujourd'hui on est dans une perspective de digitaliser le dossier patient. Alors on voulait savoir comment l'intelligence artificielle pourra être contextualisée dans notre contexte. Dans la digitalisation de ce dossier patient, étant donné que vous avez brossé le taux d'analphabétisation dans notre pays. L'autre préoccupation, c'est l'importance de l'IA dans la multisectorialité. Parce qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux problèmes, aux enjeux climatiques, je pense que la multisectorialité, elle est capitale. Donc, comment cette interopérabilité entre les secteurs de la santé et les autres secteurs pourrait être utilisée en faveur de l'IA pour répondre aux défis climatiques. Et enfin, c'est l'apport de l'IA
Une dernière. Donc, c'est l'apport de l'IA dans le système d'information sanitaire de routine. Comment l'intelligence artificielle pourrait améliorer le système d'information sanitaire de routine pour nous permettre d'avoir des données probantes, des indicateurs qui sont à la base de prise de décision et qu'on pourrait utiliser pour la planification résiliente. Je vous remercie. Merci pour vos questions. Et d'ailleurs, le plus important, c'est ça. Ce n'est pas ce que je dis. Pour la deuxième question, l'intersectorialité, c'est la dernière partie qu'on va traiter, donc vous aurez les réponses. J'ai une question pour vous. Avez-vous suivi les modules en ligne? Ah, voilà. Donc, vous trouverez beaucoup de réponses à ça dans la suite. Et si j'arrive à clôturer en 5-7 minutes, je pourrai revenir sur ça pour ne pas fausser, on va dire, l'engagement sur le temps. Voilà, mais c'est des aspects que j'aborde dans la dernière séquence. Vous pouvez repasser les diapos, s'il vous plaît. Voilà, bon. Ce qui est important, c'est que dans la salle, on va dire, l'essentiel des gens actuellement ont, on va dire, une prise de conscience de ce à quoi pourrait servir l'IA. On saute cette partie-là, c'est celle qu'on vient de faire. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Stratégie innovante et collaboration intersectorielle. C'était ça votre question. Voilà. Et vous voyez, je ne montre pas de machine ici. Je vous montre des êtres humains, des arbres, pour illustrer ça. Prochaine. Voilà. Ici, je ne vous donnerai qu'une définition. Hein. C'est celle de l'innovation. Parce que, en réalité, ce sera le moteur sur cette partie-là. Donc, l'innovation est clé pour s'adapter au marché en évolution rapide. Et par rapport aux adaptations, aux changements, c'est ce qui va nous permettre de trouver systématiquement des solutions adaptées. L'atteinte d'objectifs ambitieux, parler de défis climatiques, il n'y a pas plus ambitieux que ça. La découverte de nouvelles opportunités, c'est-à-dire changer d'angle et de perspective dans la salle. Je vous assure que si après la pause, au lieu d'être assis au même endroit, vous vous mettez de l'autre côté, vous allez voir de nouvelles choses. Et enfin, l'innovation est importante pour améliorer l'efficacité des choses qu'on fait. Maintenant, très rapidement, parce que Massamba, tout comme moi, est très à cheval sur le temps. Je vais aller, on va dire, tout de suite à travers d'exemples pratiques. Aujourd'hui, s'il existe un cœur artificiel qui a été développé par Carmat, c'est qu'à un moment, en 2009, le professeur Carpentier, qui est cardiologue dans un hôpital, et la société Matra Aerospace se sont mis ensemble. Des gens qui travaillent sur l'aérospatial et un cardiologue. 5 ans après, le premier cœur artificiel qui est accrédité et qui peut être vendu existe. C'est de l'innovation ouverte. Deuxième exemple, qui remonte un peu plus haut dans le temps, 2001, l'opération Lindbergh, fait par l'Institut de recherche des cancers de l'appareil digestif, l'IRCAD, à Strasbourg, par le professeur Jacques Maresco, qui était assis à New York et qui a opéré un individu, ou je ne sais plus si c'était voilà, un cochon, il faut que je vérifie, qui était à Strasbourg. Fait comment? Par la collaboration entre les meilleures boîtes de télécom au temps, Alcatel, les meilleures boîtes de robotique qui pouvaient faire le robot, qui pouvait avoir la bonne précision, des médecins et un ensemble d'ingénieurs. Mon premier stage étudiant, c'était sur ça, en 2003, quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, deuxième exemple de collaboration multisectorielle qui permettent de rendre possible certaines choses. Ici, c'est quoi la difficulté? Au moment où je bouge, imaginez à New York, s'il se passe 2 secondes et que le patient se déplace. Voilà, c'était ça l'exercice. Avec la 5G aujourd'hui, sans fibre optique, vous pouvez faire de la téléchirurgie. Maintenant, il faut de la redondance pour que si ça saute, que ça marche. Autre exemple, qui est très élégant. Si aujourd'hui, on est capable de vous faire un diagnostic de la rétine, ça vient des sciences spatiales. Parce que des gens assis sur la Terre devaient observer l'espace à travers des turbulences atmosphériques. Quand on se projette dans le cas de l'œil, il faut observer la rétine en passant par l'humeur aqueuse.
La technologie qui s'appelle optique adaptative, qui a été développée par les gens du spatial, a été, comment on appelle ça, appliquée pour faire tout ce qui est imagerie cellulaire et moléculaire pour l'œil. Pareil, un autre exemple qui est assez élégant, prendre ce qu'on utilise pour observer l'infiniment grand pour l'appliquer à l'observation de l'infiniment petit. Donc si vous ne vous souvenez pas qu'il y a un mot commun entre les deux, observer, vous ne saurez jamais justement aller au-delà de l'existant dans ces cas-là. Un autre cas simple, c'est les images satellitaires qu'on applique aujourd'hui à de la santé climatique. Exemple assez simple. Voilà, donc ici, je pense que sur l'innovation ouverte, vous avez eu, on va dire, pas mal de clés. Maintenant, en termes de collaboration, ici, il y a au moins 4 ou 5 acteurs qui sont clairement identifiés. C'est ceux qui travaillent dans la santé, ceux qui travaillent dans l'environnement, la technologie et la politique. Et on avait fait un débat d'1 heure sur ça, qu'on ne pourra pas reproduire aujourd'hui, en tout cas pas tout de suite, mais toute la journée va tourner autour de ça. Mais sachez que ces 4 grandes familles, on va dire sectorielles ou autres, qui vont devoir collaborer dans les mois ou années à venir. Et pour atterrir en 3 minutes ou 5 minutes, un sujet extrêmement important. Je le dis tout le temps. Vous avez beau être le meilleur scientifique, le meilleur ingénieur, le meilleur artiste, le meilleur. À un moment, il faut faire passer un message à des gens. Ça peut être par votre art, hein, mais il se trouve que pour faire un plaidoyer ou convaincre des gens, c'est par de l'art oratoire. Je déteste parler en public. Je ne parlais pas anglais jusqu'en doctorat. Ça ne m'intéressait pas. Le jour où j'ai découvert que les mots n'existaient plus en français, j'ai décidé d'écrire ma thèse en anglais. Et c'est là où, tout de suite, voilà. Ça va être important parce que vous allez devoir aller dans des conférences internationales, vous exprimer avec des gens en français et anglais. Et c'est le dernier point qu'on va aborder ici, avant de poser l'avion, la communication. Et c'est là où, encore une fois, je vous invite à sortir de la mécanique, parce que la mécanique voudrait dire, je parle de ce point, ensuite de ce point, ensuite de ce... Ici, on parle d'histoire, parce que comme on dit en Wolof, le djouge si khol, l'eidem si khol. C'est-à-dire ce qui vient du cœur va vers le cœur. Donc, pour faire une bonne communication, ça commence par identifier le public. Si vous remarquez, depuis le début, je vous fais de petits sondages. C'est pour savoir à qui je parle et ajuster. Deuxième chose, c'est bien de dire, c'est-à-dire je pense qu'il y a un problème, machin. S'appuyer sur des données factuelles, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Ensuite, tout ça l'enrober dans des histoires percutantes. Le fait de collaborer avec des partenaires stratégiques. Et enfin, aujourd'hui, on a une caisse de résonance, les réseaux sociaux. On est en train de parler dans cette salle. On est une centaine. Il y a peut-être 2000 ou 3000 autres qui ont accès à ces contenus-là. Donc, qui parle de communication et qui veut atteindre des masses, ne peut pas ignorer justement tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, et cette session-là, c'était terminée par justement la constitution de groupe. Et en 1 minute, je vous fais la synthèse de ça. 20 pays, certains parlent français, d'autres anglais. On a dit que pour poser des problèmes, il faut qu'ils soient localisés. On ne peut pas mettre des gens éparpillés et leur dire, voilà, résolvez la... Voilà, donc il y a eu toutes ces questions-là. Sans vous donner la solution, on a essayé de faire des clusters qui étaient assez homogènes. Et après, on a invité les gens à oublier les clusters pays. C'est-à-dire qu'il y a 6 groupes qui, à la base, sont partis d'une perspective de pays, de zone, mais qui se sont retrouvés à être des groupes thématiques. Et après, on a dit, choisissez le sujet qui vous intéresse. Si vous êtes sénégalais, vous voulez travailler sur le sujet des Burkinabés, allez là-bas. La diaspora, ainsi de suite. Voilà, et c'est le fruit de ce travail-là que nous avons accompagné avec Chernongo pendant 2 semaines, donc du 7 octobre au 20 octobre. Il y a eu tout un tas de coaching avec des groupes WhatsApp, ainsi de suite, pour arriver justement à un résultat. Et pendant que je prends la météo, je vais laisser à Chernongo peut-être... ok, Mas me dit que
c'est le moment de poser l'avion. Donc répondez juste à ça et il y aura la pause après. De toute façon, c'est lui qui enchaîne. On va parler des jurys. Je voulais qu'il fasse la transition, mais ce n'est pas grave. OK. Donc, il me faut au moins une trentaine de votants, parce que statistiquement, quand on n'a que 2 qui votent, j'ai fait venir des gens de ma famille. Hein. Donc, quand vous voyez 5 partout là, le lobbying. Remettez l'écran, s'il vous plaît. Voilà, donc je ne veux pas avoir de problème avec Massamba. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a un pic maintenant à 4. Et puisque toute œuvre humaine est perspective, à la fin de la journée, on refera le même exercice dans 1 mois, dans 1 an. Ce qui est important, c'est de mesurer sa progression. Et je pense que c'était la dernière slide avant de vous laisser aller prendre la pause. Et au retour, pour 20 minutes. Ah, c'est une pause généreuse. Donc une pause de 20 minutes et au retour, comme j'étais en train de l'expliquer, mon collègue Chernongo va constituer un jury avec des gens qui vont être désignés avec Massamba. Et les stars dans la suite, ce sera qui? Ce sera qui les stars? Je ne vous entends pas. Vous savez quoi? Il faut aller manger. Le bouton pour déclencher l'énergie vient de vous. Il me faut des décibels, ou des cœurs, ou ce que vous voulez. Affichez ici que vous êtes content d'être là. Et surtout, dans la suite, vous allez venir justement restituer et montrer en fait aux gens qui accompagnent et financent tout ça que c'est des initiatives qui font sens, qu'il faut même amplifier, ainsi de suite. Donc, donnez des cœurs pour faire voir que, voilà. Et sur ces beaux mots, je laisse Massamba en bon serrure annoncer la pause. Donc, on se retrouve dans 20 minutes à 12h15. À tout à l'heure. Merci.